Bonjour. Bonjour. Bonjour Arthur. Ça va? Ça va et toi, Déclic? Ça va, hein? En forme? Ouais, ça va. Ouais. Soirée compliquée, mais là, ça va. Le bon matin, étrangement, tout va bien. Le matin, café. avec un bon petit café, ouais. J'ai un super mug Buffy contre les vampires. Donc c'est génial, quoi. Alors, commençons. On est ici pour une petite interview, Ouais. audio. Mmh. On va essayer de parler surtout de toi. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, en quelques phrases? Donc, je suis Arthur Morgan, je suis français. Et j'ai bientôt 40 ans. J'ai eu plusieurs vies, personnelles et puis professionnelles. J'ai passé une bonne partie de ma vie dans le nord de la France, dans l'Avesnois, un pays où il y a beaucoup de mythes et de légendes. C'est un pays d'où vient le grand elficologue Monsieur Dubois. Et je pense que dans toute ma vie, ce côté un peu elfique est un peu sous-tend et reste un peu dans ma vie. J'ai été libraire pendant quelques années. J'ai vécu à Paris. Ma deuxième vie est plutôt dans le... Enfin, j'ai une vie très littéraire avant. J'ai fait des études de langue. Et puis j'ai une vie un peu plus digitale. Donc dans la vie professionnelle, je travaille dans le digital et l'informatique en tant que chef de projet. N'hésite pas à rentrer dans les détails. Ouais. Tu tenais une librairie? Alors, je tenais pas une librairie. J'étais libraire sur la Grand Place de Lille, au Furet du Nord. Voilà, j'étais en charge du rayon langue et puis après du rayon parascolaire. C'était pas hyper sexy le parascolaire, Oui. c'est beaucoup de manutes, tu vois, c'est les fiches de révision de bac, du brevet, les cahiers de vacances. C'est ça. Donc c'est pas hyper sexy quand on est libraire, mais ça m'a appris plein de choses et donc ça m'a appris la rigueur, ça m'a appris moi je suis quelqu'un d'assez punk dans ma façon d'être. Dans le sens où j'ai besoin de trucs simples, j'ai besoin de trucs qui vont vite, qui sont immédiats. Voilà, le punk rock, on n'a pas besoin de savoir vraiment jouer de la musique pour faire de la musique, ça j'aime bien ça. C'est ça. Et cette période-là m'a appris à me dire, ouais alors attends, dans 6 mois c'est les cahiers de vacances, il faut que je commande les livres dès maintenant, enfin, d'être un peu plus organisé et prévoyant. Des choses qui m'ont aidé dans tout le reste de ma carrière. Et avant Lille, tu étais où? J'étais dans l'Avesnois, c'est dans le sud de la région de Lille, du nord de la France. C'est du côté de Aulnoy-Aymeries, Avesnes-sur-Helpe, Fourmies. C'était à l'adolescence alors? J'ai vécu toute ma jeunesse jusque mes 18 ans quand je suis parti à Lille pour la fac, quoi. Tiens, une question. Quand tu étais petit, Ouais. quel était ton rêve? Quel était ton métier? Qu'est-ce que tu voulais faire quand C'est tu étais dur. petit? Quand j'étais petit, je voulais être chevalier. Chevalier. Ouais, je voulais être chevalier. Et d'ailleurs, c'est marrant, j'ai retrouvé mon père a déménagé dans le sud de la France, donc on a fait un gros nettoyage. J'ai retrouvé des caisses de dessins. Et je crois que la toute première histoire que j'ai écrite ou dessinée, c'était une histoire de chevalier. En BD, on dirait que c'est une histoire en une case avec une princesse qui est attachée à un poteau qui ressemble un peu à, je sais pas, un poteau sacrificiel à la Jeanne d'Arc ou ce que faisaient quand les Indiens d'Amérique ligotaient autour et tournaient autour du poteau, parce que on pourra revenir si tu veux vachement baigné dans le western et la culture amérindienne et puis il y avait ce chevalier au milieu, je l'ai encadré depuis quelques mois à la maison, et il y avait ce monstre et en fait bizarrement je protégeais, le chevalier protège le monstre dans cette histoire. Alors, je pense que un jour j'irai voir un psy avec un pédopsychiatre qui tentera de m'expliquer quoi que ce soit. Mais voilà, et c'était déjà aussi un prémisse du côté un peu de mon attrait pour la fantaisie. La fantaisie pour l'étrange aussi. Oui, la science-fiction et autres. Ouais, j'ai eu une période science-fiction, ouais. L'imaginaire au sens large. Ouais. Okay. Voilà, j'ai développé ça. Alors, c'était quand même, c'est des villes, donc il y avait des bibliothèques. C'est là où j'ai fait mes premiers pas. Alors après le divorce mes parents sont séparés puis divorcés et donc quand j'allais chez ma mère, je faisais partie d'un super club de jeux de rôle qui s'appelait le Sac à Troll.
Et je passais au début mes samedis après-midi, puis ensuite je passais mes samedis après-midi et mes samedis soirs, et mes samedis après-midi, mes samedis soirs et mes dimanches après-midi. C'était au centre socioculturel de Fourmies, dans la cave, tout aménagé, génial, en vote, des voûtes en briques rouges. Et là, je rencontrais des gens qui étaient plus âgés que moi, qui faisaient du jeu de rôle, et c'est là où j'ai fait un premier pas dans le jeu de rôle. Je continue aujourd'hui, j'ose pas dire combien d'années après, mais ouais. Tu as toujours été attiré par le côté théâtral, le côté histoire, le côté imaginaire. Ouais, c'est peut-être une façon, je sais pas, de sortir de soi, de sortir de son quotidien. L'imaginaire, ça a toujours été un refuge. Qu'est-ce que ça t'a apporté en fait au niveau autant que la musique, ça m'a un peu apporté. Voilà, quand ça va pas, on sait toujours qu'on peut aller piocher dans la bibliothèque. Et c'est même pas quand ça va pas, c'est quand on a envie. Oui. On est sûr que dans cette bibliothèque, plutôt dans la bibliothèque, on est sûr que il y a des bons auteurs et qu'on va passer un bon moment. C'est ça, ouais, je comprends. Et donc on peut se replier, c'est peut-être une façon, un peu de repli, on peut se replier là et puis pas être soi-même, vibrer, moi j'ai des souvenirs de littérature. Il faut lire la première série des Princes d'Ambre de Roger Zelazny. Quand on est petit, quand on a 10 ans et que on habite à 1h30, 2 heures d'une grande ville avec une librairie qui a ses livres, qu'on finit le tome qu'on est en train de lire et qu'on sait qu'on pourra y aller que dans 2 semaines, et que là il y a un cliffhanger de ma boule, et là on se dit mince, je vais devoir attendre 2 semaines, donc on découvre autre chose dans la bibliothèque parentale, mais ça m'a apporté ça m'a apporté de l'imaginaire, ça m'a apporté de la culture, le jeu de rôle aussi, ça m'a apporté de la culture, des trucs bêtes. Il y avait des livres en français, mais forcément, quand on fait du jeu de rôle, on lit aussi beaucoup de livres en anglais, des livres de règles, avec des termes spécifiques, jeter les dés, des termes d'armure. Donc voilà, tout ça fait un bagage, un vocabulaire en anglais qui m'a aidé. Moi, j'ai fait des études d'anglais, donc je pense qu'il y a un prémisse par là aussi de tout ça, et puis de la culture aussi, découvrir les légendes celtes, ça fait un petit vernis, intéressant, et voilà, moi, mon refuge, mon tout premier refuge, c'était la fantasy. Oui. Oui. Et le roi Arthur, les chevaliers de la table ronde, on regardait ça à la maison, John Borman, l'Excalibur de John Borman, le dessin animé du Seigneur des Anneaux de Ralph Bakshi, c'est des vrais souvenirs, quoi. C'est ça. La question, qu'est-ce que tu aimes vraiment dans la vie ? Donc, tu as les bouquins. Ça, c'est dur. Hein. Les bouquins, les livres. C'est pas tant les livres que... Ce qui me plaît vraiment dans la vie, c'est... Ce qui m'attire vraiment, c'est l'interstice entre le moment où la réalité se réenchante. Alors, c'est compliqué, mais... Je crois que je te comprends. C'est de mettre en fait un monde irréel dans le monde réel. Oui, alors il y a de ça. Il y a aussi le fait que quand on va sur une convention steampunk ou pas, du cosplay, n'importe quoi, on voit des gens qui produisent physiquement, qui produisent qui rendent l'irréel réel. C'est ça. Et ça j'aime beaucoup. J'aime ça, le côté réenchantement d'un univers, parce qu'on est quand même dans une société uniformisée, et j'aime bien ça, le petit pas de côté, le côté décalé. C'est ce qui me plaît dans le steampunk, c'est ce qui me plaît dans la fantaisie urbaine, c'est ce qui me plaît dans les films, dans le cinéma que j'aime. Ça me plaît beaucoup. Après, les trucs plus basiques, ma compagne, mes enfants, ça c'est certain, ces moments... c'est ça, j'aime bien ce réenchantement, ce petit grain de folie,
l'instantanéité, le fait de dire on irait bien faire ça, même si c'est à 3 heures de route, c'est pas grave, on le fait, on y va. C'est ça, oui, vivre l'instant présent. Ouais, ça de plus en plus, avec le temps qui passe, de plus en plus vivre être en pleine conscience de ce qu'on fait de l'instant présent, c'est pas facile. Il faut toujours se projeter, mais de plus en plus, ouais. Est-ce que tu arrives à prendre encore le temps, au niveau des conventions, des événements, d'observer, de regarder un petit peu ce qui t'entoure, au niveau profil, au niveau création, au niveau ouais, alors je prends toujours le temps de... Alors, je fais toujours le tour. Alors, je me renseigne avant sur les invités. Là, je vais à Nice, je me suis renseigné sur les illustrateurs, les artisans qui allaient être présents. Ah, tiens, je vais dire bonjour machin, moi. Je vais aller découvrir le nouveau travail de l'autre, discuter, etc. Ça j'aime bien. Pour l'instant, j'ai l'opportunité parce que moi, mon dernier bouquin est sorti en 2015, donc en 2019, donc l'affluence où on était harnaché à notre stand de dédicace est un peu révolu. Heureusement, là, dans 2 mois, je passe de la pub. Il y en a un autre qui sort. On va en parler. Il y en a un autre qui sort et du coup, j'espère que ça va repartir. Enfin, j'espère. Mais ouais, c'est important d'aller. En fait, c'est important d'aller sur une convention parce que on se dit, dans une semaine, je vais à Nice. Et quand je dis je vais à Nice, c'est la 3e fois que je vais à Nice. Ou quand je dis je vais à Toulouse, au Toulouse Game Show, waouh, c'est génial, Toulouse c'est une super ville, passe me dire bonjour, tout. Mais en fait, c'est un peu comme quand on a un groupe de rock ou quand on fait de la musique et qu'on fait la tournée. Ah, t'as de la chance, tu fais une tournée. Ouais, mais non, en fait, tu vas voir que la salle de concert, moi je vais voir pendant tout le week-end, je vais pas aller me balader à Nice, je vais pas aller à Cannes sur la Croisette ou je vais pas aller à la plage, quoi. Je comprends en tout fait, à fait. On est bloqué dans une zone industrielle ou une zone commerciale, dans un endroit, dans un zénith, et puis en fait on vit dans un univers clos pendant même quand je dis je vais à Anno 1900 au Luxembourg, alors le lieu est génial, mais on va pas visiter si on connaît pas grand monde, on a fait le tour en une demi-heure, 3/4 d'heure, on a fait le tour. Et puis on revient à son stand, mais je vais pas visiter le Grand-Duché, quoi. C'est ça, exact. Oui. Et ouais, c'est important de faire le tour, c'est important de croiser des artisans de toute la France. Quand je fais une conférence, j'aime bien par exemple aller en amont, voir quels sont les artisans qui seront là. Parce que moi, quand je fais une conf sur le steampunk, la partie do it yourself, je suis pas quelqu'un de... Moi, je suis venu par la littérature, tu vois, je suis pas un maker. Je suis pas un mec qui produit, même si j'essaye, mais je suis pas un artisan. Et même si on peut considérer que l'écriture c'est de l'artisanat, mais quand on vient, j'aime bien à la fin garder une dizaine de minutes et venir et dire voilà, je l'ai fait avec Steam Tease à Nice quand je suis allé la dernière fois, à Andy Steam Tease. Je dis voilà, je vous ai parlé un peu comme ça du do-it-yourself, de l'importance du fait main, de soi-même, de se réaliser dans tout ça, ce qui est important pour la communauté steampunk. Et là, on a une artisan, elle crée des costumes, et donc voilà, je la présente. Ça, j'aime bien faire ça, mais ça demande du coup de contacter les artisans en amont, de savoir s'ils sont chauds pour le faire. Et ça permet aussi de croiser des copains, parce que quand on va à Toulouse, on va voir les copains de Rêve Temporel, on sait qu'ils ont un stand. Et ça t'apporte aussi de l'inspiration? De l'inspiration au niveau de ton écriture, de tes projets futurs? Pas tant que ça. Moi, ce qui m'inspire... on a surtout des objets ou des costumes. Des objets, des costumes qui... Ouais, je peux flasher sur un médaillon, un truc super joli, un peu étrange, où je me dis, oh putain, ça fera un super talisman. Ou ce personnage-là, je le prends en photo et je trouve que c'est sympa et je pourrais peut-être l'intégrer d'une certaine façon. Ouais, peut-être à ce niveau-là. Mais après, c'est difficile parce que j'adore les conventions, j'adore son ambiance créative, j'adore le fait que on sent que les gens sont dans leur univers et ils s'amusent et on sent que ok, il y a des trucs qui sont pas top, quoi.
Enfin, concrètement, dans les conventions, il y a des trucs qui sont pas foufou, mais les gens sont là, ils sont contents de présenter ce qu'ils ont fait, et je trouve que ça, c'est hyper important. C'est ça. Oui. C'est hyper important. Le truc qui est vraiment chiant dans les conventions, c'est l'énorme stand de trucs made in Japan qu'on trouve partout, et ça, c'est... Voilà, moi, je suis pas quelqu'un de japonisant, mais... Dans l'année 2018, est-ce qu'il y a un profil que tu as rencontré lors d'une convention qui t'a vraiment frappé, qui t'a dit « Ah oui, quand même, alors, là c'est... » L'année 2018, c'est compliqué, c'était compliqué pour moi personnellement. Pourtant, j'ai fait pas mal de conventions. Une rencontre qui t'a marqué. À Anno 1900, il faudrait retrouver le nom. À Anno 1900, j'ai croisé le travail... en face de notre stand, il y avait Monsieur Astico qui fait des super costumes. Mais c'est, comme je t'ai dit, c'est pas tant le côté costume qui me plaît. Alors, j'aime bien Monsieur Astico, Mister Astico, je sais plus si on dit Monsieur ou Mister. J'aime bien son travail, son approche, etc. Puis c'est un artisan. À côté de lui, il y avait un jeune couple hyper bien habillé, une moustache, qui faisait une sorte de... qui mettait des insectes en cadre, et ça c'était hyper joli. Et à côté d'eux, il y avait quelqu'un qui faisait des luminaires. Et en fait, cette partie luminaire me plaisait vachement aussi. C'était de la récup. C'est Manu. Sûrement. Oui. Et, il se reconnaîtra. Après, j'ai croisé... on a fait une toute petite convention géniale à côté de Verdun, la Horror Convention. On était sur le stand de l'Entre-deux Jack. Et on a rencontré... et donc, il y avait un mec qui s'appelait Nono, qui faisait... avec qui on a bien matché, qui faisait de la photo et de l'illustration, il faisait des masques, et on a trouvé, il y avait un artiste qui nous plaisait ensemble, qui faisait de la performance, et on a un peu matché là-dessus. Éléonore Giraud, qui est une illustratrice aussi de l'Est, qui faisait du fusain et de la peinture. Voilà, c'est des gens... alors moi j'ai fait un peu d'art plastique quand j'étais petit, je regrette. Mon côté punk fait que je suis pas quelqu'un d'assidu, et je regrette Ouais. Je suis quelqu'un de très graphique, et je regrette vraiment de pas m'être mis, et Nat me dit tu fais chier, prends souvent... pardon, t'es énervant, prends ton crayon et reprends à dessiner, reprends le dessin. Mais en fait c'est trop de boulot. C'est ça. Et j'aimerais jouer le travail d'Étienne Willem en BD. C'est bizarre, c'est que les trucs graphiques et manuels qui m'attirent en fait. Et après, dans les personnalités et les bouquins que j'ai pas lus, mais des fois on a des connexions avec des auteurs. J'ai fait un super événement j'ai fait un événement dans une bibliothèque, et le problème des bibliothèques, c'est que c'est qui tout double. Soit ça marche à fond, soit il y a personne. C'est ça. Ça dépend pas de l'effort de com, ça dépend pas de l'effort du travail des gens qui bossent là-bas, parce que pour avoir fait des événements dans des médiathèques et bibliothèques un peu partout en France, c'est des gens passionnés, ils essaient de faire vivre leur truc et tout, et ça c'est... Et ils se cassent toujours la tête, vraiment. Et là, ça n'a pas échappé au truc. Effectivement, on avait des gens qui étaient hyper investis, mais le public est pas venu. 10 000 raisons pour ça, la localisation, pas de parking, un vendredi soir, ça commençait tôt. Et par contre, j'ai rencontré un auteur français qui s'appelle Victor Fleury, qui a écrit un super bouquin chez Brajlon, L'Empire électrique. Et lui, il dit, moi, je fais pas du steampunk, je fais du voltapunk. Mais bon, alors je sais pas si c'est l'ambiance bruxelloise, si c'est le nombre de bières qu'on a bu, mais voilà, il s'est passé un truc. Je pense qu'un jour on écrira peut-être un bouquin ensemble, ce que j'espère. Et Victor Fleury, l'Empire électrique. Après, il y a des gens que je rêverais encore de rencontrer, mais en fait, c'est ça viendra, quoi. Toutes les conventions, les rencontres et autres, c'est des moments de partage, des moments de rencontrer l'autre, de s'intéresser à l'autre aussi. Alors c'est qui tout double. C'est ça. C'est vraiment qui tout double, parce qu'il y a des gens que j'adore, sur le papier, leur travail, et en fait, quand on les rencontre, j'ai fait une convention où
j'ai fait un événement en Bretagne, j'attendais, parce que de temps en temps, il y a des artistes, je regarde qui c'est, et puis je me dis, ah, tiens, j'adore la bibliothèque, je regarde dans ma bibliothèque, j'ai un bouquin, je le prends, je vais le faire dédicacer. Et là, j'ai pas sorti le livre, parce qu'en fait, voilà, il y avait un peu une sorte de se prenait un peu pour une star, et donc, moi j'étais en dédicace à 9h, elle était à 3 stands de moi. Elle est arrivée, elle était là depuis 9h le matin, je l'ai vue au petit-déj, elle était à côté, elle discutait avec des gens, et en fait elle s'est pointée à 13h, il y a des gens qui étaient depuis 8h du matin pour faire dédicacer des trucs. Enfin, je me suis dit, mais... Oui, ok, je comprends. Zéro respect, et voilà. Et il y a un côté, pour le coup, moi qui suis au steampunk et qui adore la littérature, un côté désacralisation. Pour certaines personnes, des auteurs que j'adore, avec qui je discute beaucoup aujourd'hui. Et en fait, on se dit qu'on est tout petit, et on les voit au petit-déj le matin, on rigole, ou on a fait un peu la fête avec eux la veille, et ça, ça désacralise un petit peu le statut de l'auteur. Et puis après, il y a des gens, je vais te citer Alan Lee, un illustrateur, un des 3 illustrateurs officiels du Seigneur de Tolkien. Là, il y a John O, Alan Lee et Ted Nasmith. Oui. Et puis, moi, je vais à Trolls et Légendes, le festival, qui est un peu festival à Mons, qui est un peu tous les 2 ans ma petite parenthèse enchantée. Oui. C'est un festival que j'adore. Et en fait, je donne un coup de main à mon ami libraire qui lui, gère le pôle des dédicaces. Et comme j'ai vécu un peu en Angleterre, il me dit, écoute, tu feras si ça te dit, tu passes le week-end avec Alan Lee, et tu feras les interviews, tu feras l'interprète pour les dédicaces et tout ça. Et en fait, là, j'ai découvert la production à l'anglo-saxonne. Donc, des gens qui sont là et qui c'est pas des stars, ils sont là, et c'est pourtant Alan Lee, quoi. Le mec, il a été en Nouvelle-Zélande avec Peter Jackson, il a fait des illustrations, des sketchs pour les films du Seigneur des Anneaux. Et on a un mec humble. Il est là, il dit, en face de moi, il y a des gens, ils auront tous une signature. S'ils veulent un dessin, c'est plus compliqué, ils refont la queue. Je bougerai pas, j'irai pas manger tant que tout le monde sera pas servi. Et il me dit, voilà, c'est un respect par rapport aux gens qui viennent. On reconnaît tout de suite les personnes humbles qui font l'effort. Et c'est un truc commun à tous les auteurs anglo-saxons que j'ai croisés. C'est que pour eux, ce qui est appréciable dans l'anglo-saxon, c'est que dans la culture anglo-saxonne, c'est qu'il y a des trucs, c'est clair et net. On travaille avec un auteur anglo-saxon, on fait un contrat, et là c'est pareil, ils sont là, ils sont en représentation, c'est du business. Avec les artistes franco-belges, déjà tu vois, je dis artistes, c'est les artistes, c'est des stars, ils font de l'art, et on n'est pas dans la même... on n'est pas... je suis l'invité d'honneur, tu vois, on n'est pas dans... Et du coup... Dans certains cas, je dirais plus... Je pense qu'il y a une nouvelle génération d'auteurs qui sont là et qui comprennent bien ça, et ils ont leur raison. Et donc, on est sympa avec les gens, parce que on les remercie de venir jusqu'à nous, de rencontrer ce qu'on écrit, et de rencontrer ce qu'on écrit, et puis on sait aussi que si on est sympa, qu'on laisse une bonne impression, tu fais la photo, on prend un temps à discuter avec les gens, parce qu'Alan Lee, il discutait avec tout le monde. Alan Lee... d'autres auteurs, et voilà, et on sait pertinemment qu'on va leur laisser un super souvenir, et que ils vont revenir, ils vont racheter le bouquin d'après, voilà. Et ce qui force le respect avec Alan Lee, je termine juste là-dessus, c'est que quand il dessine, il prend alors il a des crayons en bois, des crayons de couleur, je sais pas comment dire en Belgique, il les taille, donc la mine est hyper longue, il la tient du bout du crayon, il pose son crayon, et il pose sa mine, et en fait la mine quitte jamais le papier, et il dessine. Et là, devant nous, t'as tout l'univers qui se crée. Et dès que tu vas manger avec lui, il sait plus tenir sa fourchette normalement, il tremble un petit peu, et là on a quelqu'un d'un certain âge qui est en train de manger, quoi. Et ça, c'est incroyable. Dès qu'il rentre dans son truc, ça doit être impressionnant à voir. Et ça, c'est fascinant. Et c'est quelqu'un, il dit, les artistes, les auteurs, les dessinateurs des différents stands venaient pour montrer le truc. Il dit, vous passez ce soir, on va prendre un temps. Et alors que tout le monde rangeait à Trolls et Légendes, au milieu du stand de dédicaces, on avait mis une dizaine de chaises, tous les artistes à qui il a dit venez après, hop, il est venu, et il leur a fait une mini masterclass
Il a discuté avec chacun. Et voilà, et ça, on est quand même, malgré tout, c'est pas pareil quand on fait de la photo, mais quand tu dessines, j'ai une pensée pour Étienne Willem qui est en train de qui est à la bourre pour finir son prochain dessin et qui est lui aussi, sa prochaine BD, harnaché à sa table de dessin. C'est quand même un truc d'autiste. C'est un travail d'autiste. Moi, quand j'écris, j'ai besoin d'un univers, je peux pas être embêté tout le temps, j'ai besoin d'être dans un état d'esprit, et puis on écrit. Et on peut pas sortir tout le temps. Et on est tout seul devant sa feuille, devant son écran, avec son crayon, avec son clavier. Et c'est important quand même de sortir de son trou et d'aller discuter avec les gens. Ouais, je comprends bien. C'est comme quand tu lis un bouquin, tu peux pas lire un bouquin et faire 10 000 choses en même temps. Il y a un côté un peu autiste à ça. Tu as parlé d'Angleterre, ouais. Tu as vécu là-bas ? Oui, alors j'ai fait des études d'anglais, et j'espère qu'on me retrouvera pas, mais j'avais des profs tout au long de ma scolarité avant la fac. Il y avait des très bons profs d'anglais et d'autres qui avaient un accent pourri, quoi. Et donc je me suis dit, je fais des études d'anglais, c'est pas juste pensable de pas aller vivre au moins un peu là-bas. Après, il fallait que je trouve les conditions. J'étais étudiant, boursier, donc j'ai fait le système français, c'est tu as ton bac, et puis après, à l'époque, tu avais le DUG, donc c'était les 2 premières années. C'était un premier bloc. Ensuite, tu avais la licence, qui est un bloc d'1 an. Oui. Et ensuite, tu avais DEA et DESS, si je dis pas de bêtises, enfin maîtrise. La maîtrise, et donc c'était un autre bloc de 2 ans. Et après, tu partais sur des études plus longues. Maintenant, ça a changé, c'est 3 et 2. Et donc, j'ai eu assez vite, très très vite d'ailleurs, dans les temps, les 2 premières années. Et tout en pouvant m'investir dans la vie culturelle d'université de mon UFR. Et puis après, je me suis un peu cherché en licence. J'ai mis du temps, j'ai mis quelques années à faire cette année unique. Je regrette pas parce que j'ai découvert 10 000 choses. J'ai découvert les nouvelles américaines, l'écriture des nouvelles américaines. Je fais un peu d'informatique. J'ai découvert des trucs qui me fascinaient, comme le passage du protestantisme à l'anglicanisme en Angleterre avec Henri VIII, toutes les phases de la réécriture de la Bible, etc. Enfin, tout ça, c'était... C'était dans quelle région ? C'était à Lille 3. Ok. Et ensuite, il y avait un programme d'assistants qui était organisé par la fac. Et donc, je pouvais postuler. Et j'étais envoyé dans une école en Angleterre et j'étais assistant prof de français. Ah oui. Donc, c'était génial pour moi parce que... tout était géré, quoi. Je veux dire, j'avais juste à y aller, on venait me chercher à la gare, le lieu était trouvé, et j'avais un boulot, j'étais payé, et en plus, c'était pas beaucoup d'heures dans la semaine, donc je pouvais faire du tourisme. Ok. Et c'était payé, à l'époque j'étais caissier, et c'était payé 3 fois plus que ce que je gagnais à la caisse. Alors la vie en Angleterre c'est plus cher, d'accord, mais c'était quand même payé 3 fois plus pour le même nombre d'heures. Je faisais à peu près 16 heures dans la semaine. Donc c'était génial, ouais. C'était génial. C'était génial, je serais bien resté un peu plus longtemps. J'avais eu l'opportunité, et en fait, j'avais envie de travailler dans l'édition. J'ai eu une opportunité pour intégrer une école après dans l'édition à Paris. Et au final, c'est pas fait. Et donc, le bémol que j'ai, c'est que je serais bien resté là-bas. Je me suis fait des super amis, c'était en 2001. Je me suis fait des super amis. C'était une année particulière aussi pour moi, parce que 2001, le premier Seigneur des Anneaux au cinéma, le premier Harry Potter au cinéma, 2001-2002. J'étais jeune, j'avais une vingtaine d'années. Et je me suis dit... Il y a un côté un peu pas être soi non plus, parce que tu parles dans une autre langue. Personne te connaît, tu peux te réinventer. C'est l'année où j'ai découvert le steampunk. Mais j'y vais de temps en temps... parce que je suis amoureux de Londres et que j'ai un pote qui me dit tous les ans, allez viens on y va, donc de temps en temps j'y vais avec lui, passe un petit week-end, j'aimerais bien retourner vite là, c'est vrai que ça fait longtemps que je suis pas allé. L'Angleterre c'est un pays que j'aime bien, j'aime pas tout en Angleterre, j'aime pas la politique par exemple, mais il y a un côté
c'est le même côté que j'aime bien en Belgique. C'est un côté un peu... Il y a un truc avec l'humour qui me plaît bien. Les Anglais n'ont pas peur de se moquer d'eux, de se moquer de leur travers, de se moquer de... et ils prennent beaucoup de recul par rapport à eux-mêmes. Quels sont les différents mouvements steampunk au niveau des pays? Est-ce que tu vois une différence entre, par exemple, la Belgique, la France, l'Angleterre, la Hollande, l'Allemagne Alors déjà, il y a une différence entre la France et les autres pays, c'est qu'il est compliqué en France de monter son événement, de monter sa convention. Ça en parle beaucoup, tout le monde réclame une convention, et en fait on n'arrive pas à s'organiser, parce qu'il y a des bisbilles entre les gens, tout semble être un monde, il faut... j'habite à tel endroit, il faut faire 200 km et c'est dur, bref. Et on a dans les pays anglo-saxons par exemple, il n'y a pas ça, il y a vraiment cet aspect communautaire qui pousse les gens à ce qu'on disait, le sense of belonging, donc de cet attachement à la communauté, qui fait que ils sont prêts à faire beaucoup de kilomètres pour un événement. J'en parlais il n'y a pas très longtemps avec Bob, le chanteur de Victor Sierra, et il me disait, mais en fait, même en Angleterre, ce qui est fascinant, c'est qu'on a des gens sur Internet qui ont des idées politiquement très très éloignées, même antagonistes, et par contre, il y en a un qui organise un événement, lui c'est pas grave, mais ils peuvent se disputer sur Internet. Hop, ils vont faire les bornes pour aller à l'événement organisé par l'autre, parce que quand on arrive là dans cet univers steampunk, on est tous pareils, on est tous là pour faire la fête, pour écouter de la bonne musique, pour boire un petit coup, pour se retrouver, quoi. Et ça, en fait, ça aussi c'est important. Et juste pour terminer sur l'antagonisme un peu avec le monde anglo-saxon, c'est que le monde anglo-saxon, dans le steampunk, ils sont pas là pour la pause. Ils sont là pour la communauté et la fête. Ils sont pas là pour alors c'est bizarre de dire ça à un photographe, excuse-moi, mais ils sont pas là en fait pour se faire photographier. C'est ça. Oui. C'est qu'ils vont se faire un costume. Alors attends, quand tu vas à Lincoln, je dis pas, t'as des costumes de dingo. T'as des costumes de dingo, et voilà, ils s'arrêtent volontiers pour être pris en photo. Ouais. Mais par contre, il faut leur demander. On ne prend pas les photos à l'arrache. Ouais. Mais ils sont pas là pour ça. Ils sont là, ils se costument parce que c'est un peu le ticket d'entrée. C'est ça. Ouais. Pour aller. Alors, les costumes sont top, encore une fois. Mais et voilà, et ils ont passé un bon moment et ils se plaignent pas après de dire non, j'ai pas été photographié, quoi. J'ai passé 5 heures ou 10 heures ou 3 semaines sur mon costume. C'est une vision en fait que je partage vraiment beaucoup, parce que lors des événements, je prends très peu de photos. Pour moi, les événements servent avant tout à rencontrer. Oui. Aller à la rencontre de l'autre, essayer de comprendre qui fait quoi, depuis quand, et ainsi de suite. En fait, c'est des moments vraiment où on partage en fait un vécu. Et puis, la majorité des sessions de photos sont organisées lors des événements, mais pour d'autres dates. C'est là où en fait je rencontre des nouveaux profils, et là après on organise d'autres. Après, je pense qu'il y a aussi la circonstance qui fait. C'est que quand on va à Fond de Gras à Luxembourg pour Anno 1900, on a quand même un environnement. Quand on est photographe, ça serait, le jour J, on a l'environnement, on a les costumes, ça serait quand même dommage de ne pas prendre des photos. Et tu sais, il y a des années où je l'ai quasi peut-être 4 portraits. Oui, mais toi, c'est peut-être un peu particulier parce que moi, je travaille avec d'autres photographes, avec je vois, Nicolas Meunier, je ne sais pas si tu connais. Avec Nico, même quand on a travaillé ensemble, tu vois, on se pose, on prend un moment. Ce qui n'est pas possible de faire ça on met la lumière, parce que voilà, on va pas retoucher trop sur Photoshop ou sur Lightroom. Et donc, on a et là, on a des photographes, je sais pas s'ils sont bons, je les connais pas, je connais très très peu le monde de la photographie. Je me permettrai pas de juger. Et ils ont leur appareil, et puis voilà, on prend des instantanés. Et au niveau de la Belgique, quels sont les événements auxquels tu as participé? Moi, j'ai participé principalement au festival Uchronicité, qui est un festival que j'aime beaucoup, par la SBL Manifest Team. Voilà, tu vois, je parlais de ma et Troll et Légende, mais c'est pas du steampunk. Il y en a, parce que le steampunk a de ça
comme il n'y a pas de définition et que les contours sont un peu flous, arrive à intégrer tous les univers. C'est pour ça qu'on voit du steampunk dans toutes les conventions geeks, et qu'en France, on se dit, on n'a pas besoin de faire... Oui, oui, oui. Mais je reviendrai juste un tout petit peu sur la France après. Oui. Uchronicité, je parlais de Trolls et légendes tout à l'heure, ma parenthèse enchantée, moi j'en ai une autre, c'est Uchronicité. C'est un événement que j'aime bien. De façon générale, j'aime bien les événements belges, mais pas que geek. Une époque où j'écoutais vachement de hardcore, le hardcore plutôt métal, et quand on est en Belgique, il y avait un côté bon enfant, festif, qu'on retrouve pas en fait dans les événements en France, qui sont peut-être aussi un petit peu de la pause. Regarde le super pantalon que je me suis acheté, même pour le hardcore. Mais voilà, il y a un côté bon enfant, on trouve toujours des solutions, on est bien accueilli, ouais, vraiment, et puis c'est pas du remplissage. Oui. À Uchronicité. Pour maintenant connaître un peu les orgas, pour avoir fait plusieurs événements avec eux en Belgique, pas forcément des événements steampunk d'ailleurs, pour le coup, on sent qu'ils se donnent la peine, ils sont en vadrouille très très souvent, ils font plein d'événements partout en Belgique, en France, en Europe, et ils vont retrouver des artisans, ils discutent avec des artisans, et ils se disent tiens, ouais, bah écoute, ça nous plaît bien ce que tu fais, on va tenter de te mettre... Et donc il y a un renouvellement, on est dans de la qualité, on a des artisans locaux, voilà, ça c'est vachement bien. C'est vachement bien. Oui, oui. Et puis, ils ont l'esprit ouvert sur le steampunk. Et donc, bah voilà, ce musicien-là, c'est pas du steampunk, mais c'est un peu rétro, donc on va le mettre, là, ce qu'ils font les groupes qui viennent jouer et faire de la déambulation. Donc ça, c'est vraiment un événement que j'aime bien. Puis voilà, j'ai fait un truc à Mons, le Père Noël est un geek. Donc là, c'est vraiment un truc convention, vente. Enfin, c'était que un marché. Il y avait un stand où il n'y avait rien à vendre. C'était le stand de la SBL Manifesting. Ils avaient pris un stand, ils avaient fait un cabine aux curiosités. Quand les gens s'approchaient, ils disaient attention, il n'y a rien à vendre. Et en fait, ils étaient là pour promouvoir le steampunk. Montrer qu'ils faisaient un événement, un bal et leur convention, et ça c'est top. C'est ça. Et je vais juste clore sur la France. Vas-y. Ce qui est intéressant en France, c'est qu'on n'arrive pas, la communauté n'arrive pas à s'organiser, ok. Mais en fait, c'est pas grave parce que maintenant, dans toutes les conventions françaises, il y a un petit coin steampunk. Je vais à Nice là bientôt. Il y a un village de steampunk. Et le steampunk commence à un peu avoir de la visibilité. Et il y a plein d'événements en France qui disent cette année on fait une édition steampunk. Et ça. Ils y arrivent. Moi je suis allé dans des petits villages dans la banlieue de Nice, enfin dans les montagnes de Nice. Le travail de fou. Et en fait, il y a aussi Doministime maintenant. Ils vont faire ça la 2e année du côté de Toul. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est des gens qui connaissent pas le mouvement, qui sont pas dans la communauté. Donc déjà, ils s'en foutent de ce qui se passe dans la communauté. Ils se disent moi je veux faire un événement, j'aime bien cette esthétique, j'y vais. Je google un petit peu, je vais chercher des artisans, et c'est là où on fait des vraies rencontres, où on rencontre des vrais artisans, je vais pas dire des vrais artisans, mais on rencontre des artisans qu'on voit jamais sur les conventions. Les mecs, ils ont été cherchés, et on les a fait venir pour ce genre d'événement. Et c'est aussi des artisans, il y a aussi des artisans qui veulent bien se faire connaître, et qui profitent de l'aubaine d'avoir un événement assez petit, et donc avec un ticket d'entrée pas trop cher quand on est artisan, pour pouvoir... se faire connaître. Et en fait, les petits événements, je conseille à tout le monde d'aller dans des petits événements, ça sert à rien d'aller dans les grosses conventions non plus, enfin faire que ça, mais voilà, des petits événements intéressants à ce niveau-là, quoi. Ouais, je comprends. Parlons un peu de dress code. Ouais. Dress code. Je suis tellement un mauvais là-dessus. Dis, mais oui, c'est vrai la question, mais pourquoi tu ne portes pas de costume ? En fait... Tout à l'heure, je parlais de Rêve Temporel, l'association de l'asso de Kate, Mickey, etc. À Toulouse. Il s'est passé un truc. Je vais au Toulouse Game Show. Je venais de sortir le guide en 2013. Et en fait, je reçois un mail, un petit message sur Facebook. Je passe un message... Quand vous m'envoyez des messages sur Facebook ou par mail, ne me vous voyez pas, j'ai l'impression d'être très très vieux. Je suis déjà assez vieux comme ça. Et donc, on me dit bonjour monsieur,
je vois que vous venez au Toulouse Game Show en dédicace pour votre guide steampunk, ça nous ferait plaisir de vous voir peut-être dédicacer pendant un quart d'heure sur notre stand. Je rentre en contact avec eux, on discute, je dis écoute, je vois avec mon... C'était une des premières... C'était tout le début, quoi, pour moi. Et je dis, je vais quand même demander à mon éditeur. Et mon éditeur dit ok. Et on se pointe là-bas avec Étienne Barillet, mon co-auteur. Parfois j'ai l'impression d'être son co-auteur, en fait. Que je salue d'ailleurs, Étienne. J'arrive là-bas avec lui. Le stand, putain, génial, 18 mètres carrés, 3 ambiances, un laboratoire de... Je sais pas si on se rend compte, mais... un endroit pour boire le thé, ambiance salon, feutré, avec des étagères avec plein d'objets. En fait, ces objets étaient à vendre, il y avait un côté marché. Ensuite, il y avait un endroit clos qui était cabinet aux curiosités, où là, il y avait quelqu'un de rêve temporel qui faisait de la magie. Et un peu plus loin, le dernier tiers, un laboratoire de savants fous, tout carrelé. Enfin, c'est le souvenir que j'en ai, je dis peut-être de bêtises. Et il y avait un mannequin en plastique, et ils avaient fait un Dr Maboul, tu vois le jeu, un Dr Maboul grandeur nature. Ouais. On arrive là, je me regarde, je me dis oh là j'ai honte parce que eux ils ont fait un effort et moi j'arrive et je peux pas dire que j'étais en jean t-shirt parce que j'avais mis une cravate, mais je me dis mince. Donc la loose, ils étaient hyper costumés, et on y va et en fait ils nous ont fait un show de dingo. Et en fait on est resté toute l'après-midi sur le stand et moi j'allais régulièrement à 3 stands de là chercher du stock et on a passé un moment extraordinaire et à partir de ce moment-là je me suis dit faut que je me costume parce que même quand je faisais pas de jeu de rôle grandeur nature à l'époque, donc j'avais pas de costume. Bizarrement, je sais pas pourquoi, dans mon armoire j'avais un veston rétro comme j'avais chopé chez Emmaüs, j'avais 2-3 trucs, c'est les premières bribes de costume. Je suis allé dans des enseignes de fast fashion pour aller choper des cravates un peu rétro, et puis après on m'a offert des goggles de Rétro Temporis, un artiste de Dijon qui fait un travail génial. J'avais flashé sur ses goggles et voilà. Il y a une créatrice qui habitait à l'époque en Bretagne et qui maintenant habite en Angleterre, Lady Loveloyd, qui un jour m'a regardé et me dit ça va pas du tout. Elle a pris mes mesures et puis quelques mois après elle m'a envoyé une veste à ma taille, enfin un veston à ma taille. Mais voilà, j'ai peut-être pas ce sens de la mode. Et puis après Nat est arrivé beaucoup plus tard. Nat est arrivé dans ma vie et puis elle a commencé à me faire des trucs. Et alors ce qui est un truc rigolo, donc je mets mon costume basique, c'est une chemise veston, cravate, je mets quelques badges ou je mets des trucs de créateurs que j'ai acheté, et les goggles. Et puis souvent, en dessous, je mets soit un jean, et puis des Converse. Alors au début, ça a énervé beaucoup de gens. Alors c'est peut-être un peu mon côté punk, parce que j'aimais bien les énerver. Et donc je leur disais, le côté steam est en haut et le côté punk est en bas, parce que j'avais des remarques, Arthur, c'est quoi ces Converse? Pourtant je faisais un effort, je trouvais des Converse un peu en velours, un peu rétro. Et il y a très peu de temps, je suis allé au Noël, il y a un événement à Noël à Paris. On va au musée des Arts Forains et puis j'y vais avec Nat et en fait je croise des gens que j'ai pas vus depuis des années et puis ils m'ont rien fait. Ah mais ces Converse, elles sont où? Ok, et je fais, c'est ça. Non, écoute, il faisait froid. Non, je suis presque déçu. Et donc je vais ressortir les Converse parce que c'est devenu un peu la signature de... Oui. Bon, ouais, mais je suis un très très mauvais exemple parce que je suis pas venu par le costume. Je suis fasciné par tout le travail qui est fait par beaucoup de créateurs de costumes qui arrivent à se renouveler, etc. Après, je comprends le temps que ça prend et peut-être la déception de pas être photographié quand on a pris. Mais et moi, je me suis pas créé un personnage, j'ai pas d'alchimie, je suis pas un alchimiste. Tu restes toi-même, quoi. Ouais, c'est une partie de moi-même. J'ai pas de... Même si, concrètement, j'ai un alchimiste devant moi, ça reste la même personne. Mais
Je me suis pas créé, comme disent les Américains, de steam sauna, un personnage steampunk c'est ça. que je fais vivre. Et donc ouais, les costumes, je me costume petit à petit, c'est des pièces qu'on m'offre, c'est des pièces que je trouve. Là je fais un effort parce qu'avec le stand de Maison Pumpelweek, on a une approche globale en termes de design et donc et d'image de marque entre guillemets. En fait non, je fais pas un effort parce que ça m'amuse beaucoup. Ça m'amuse beaucoup. Ouais, je comprends. Mais j'aime bien voyager léger aussi. Ouais, c'est super important. Pour toi, qu'est-ce qui explique cette attirance dans tout ce qui est steampunk, dans toutes les entre guillemets nouveaux arrivants qui sont attirés par le steampunk? Qu'est-ce qui explique un peu cette attirance? Je pense qu'il y a une façon de... il y a plein de trucs. Je vais essayer de structurer ça pour que ça soit intelligible par tout le monde. On parlait tout à l'heure de réenchantement du monde et je pense qu'il y a de ça. Il y a une façon de se réenchanter, de vivre un moment unique, de se costumer, d'être quelqu'un d'autre et de réenchanter son quotidien. Et de se réaliser soi-même. Se réaliser soi-même, ça passe par le do-it-yourself. Par le fait de faire son costume soi-même. Et il y a des artisans que je croise. J'ai fait une conférence avec Angia Vestim Metal, qui est une artisan de Nice, mais on habite à Nantes. Avec Angia, j'ai fait une conférence à Nice. Elle était vraiment émue quand elle parlait de sa réalisation de soi-même par le biais du fait main. Et je pense qu'on est dans une société de plus en plus déshumanisée, dont on perd le contrôle de tout ce qu'il y a autour de nous. Et le fait de réapprendre à savoir, il y a un côté rassurant à se dire, quoi qu'il se passe, je sais faire une robe, je saurai m'habiller de toute façon. Okay. Il y a un côté reprendre voilà, il faut lire ce bouquin L'éloge du carburateur qui explique le fait de se réaliser soi-même par le travail manuel. Ça c'est hyper important. C'est hyper important pour beaucoup de gens. Ça passe par le dessin, ça passe par la création diverses et variées, par la création de costumes. Il y a un attrait là-dessus. Il y a aussi une énorme peur, et ça c'est pas que dans le steampunk, mais une énorme peur du futur. Quand on regarde aujourd'hui, je souscris à 100% à la théorie de Raphaël Colson, de ce bouquin Rétro-Futur, qui dit que depuis, on va dire, les chocs pétroliers, c'est-à-dire les années 60, milieu des années 70, on s'est rendu compte que il y a une panne de l'imaginaire futuriste. La production aujourd'hui, c'est la production de SF. Dans les grandes lignes, c'est deux choses. C'est un monde à la Philippe K. Dick, Blade Runner, les mégalopoles. On est perdu au milieu de ces... Et quand on sort de ces villes, c'est la zone de combat. Ou alors, donc un univers encore plus déshumanisé, contrôlé par des grandes sociétés. Et on a... Ou alors, catastrophe écologique. Okay. Voilà. Et ça c'est le futur que la science-fiction nous prédit, c'est le futur, on n'a pas besoin de réfléchir bien loin pour dire qu'on y va droit, qu'on y va bien. Et donc il y a un côté vachement rassurant de regarder derrière. C'est pas que nous, c'est pas que le steampunk, c'est pas que le steampunk, il suffit d'aller dans les magasins, dans les supermarchés et de voir tout ce rétro-marketing qu'il y a. Et donc on revient avec le steampunk, on revient au 19e siècle et c'est pas anodin. Ce 19e siècle, c'est la période où tout était possible. C'est la période où il y a encore tout le monde est encore à découvrir. Tout était sujet à la science. Même théoriser la discussion de l'éther, la discussion avec l'au-delà. Enfin, tout était sujet de science. Je sais pas, par exemple, Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes, scientifique s'il en est, il a écrit un bouquin qui s'appelle The Coming of the Fairies, qui est le retour des fées. Un petit bouquin il théorise le fait que les fées vont revenir et aussi on voit, donc tout était science et on voyait aussi un truc vachement positif dans la science. C'est ça. Ok. Oui. La science était l'avenir de l'homme, on va avoir un avenir radieux grâce à toutes nos découvertes scientifiques. Ça court jusque 1916-1917, les gaz moutardes, les chars d'assaut, la boue des tranchées. Et là on se dit, la science ça va pas être que l'avenir de l'homme. Est-ce qu'on pourrait dire que
Une grande partie en fait, des personnes qui s'attirent un petit peu dans tout ce qui est imaginaire, dans tout ce qui est création et autres, c'est aussi un côté déstresseur. Déstresser de la vie quotidienne, sortir un peu du banal, sortir un peu c'est ça. C'est ce que je mettrais dans le réenchantement du monde. Et puis on se crée aussi une autre... Il y a un côté vachement sympa, on met des robes de princesse, on se costume... on se met des costumes sympas. Il y a un côté un peu... je sais pas, cow-boy indien quand on était petit, quoi. C'est ça. Et il y a aussi une vision un petit peu que je retrouve, en fait, essentiellement dans ce mouvement-là, c'est plusieurs générations qui se regroupent. Ouais. C'est vraiment intergénérationnel. Ouais. Ça, c'est rare. Alors ça se voit beaucoup dans les pays anglo-saxons et en Belgique. En France, un peu moins. On est quand même encore dans une communauté assez jeune. Mm-hmm. Et je pense que le côté intergénérationnel fait aussi que les gens ont peut-être les moyens financiers aussi de faire les 400 bornes pour aller... C'est ça, ouais. Et le steampunk, si on parle du costume, c'est aussi à la croisée de plein de trucs. C'est à la croisée du gothique victorien, où on va, comme dirait... je crois que c'est Douglas Featherling, le steampunk, c'est quand les gothiques ont découvert la couleur marron. Donc il y a un côté... il y a du gothique victorien, il y a du cosplay, et il y a aussi des gens qui viennent de leur constitution historique, et qui ont un milieu très cadré, très codifié, et là ils voient un truc, ils voient un truc historique, parce qu'on va pouvoir recycler ces pièces historiques et se lâcher. Et ça c'est important, c'est un truc où on se lâche en fait. Il y a une phrase qui m'a frappé il y a quelques années, j'avais vu ça. Le cuir, ça brille. Oh, mon Dieu. La phrase complète, c'est « Le cuir, ça brille, c'est tellement beau ». En 2013, à la sortie du guide Steampunk, juste avant la sortie, Étienne et moi sommes contactés par l'émission Entrée libre sur France 4. Alors en fait, c'était pas pour la sortie du guide, ça serait trop bien. En fait, il y a le nouveau jeu vidéo BioShock qui sortait à l'époque. Et donc, les journalistes de France 4 ont dit tiens, on ferait bien une émission sur le steampunk. Ça commence à popper un peu partout sur Internet. Donc, qui peut-on... Moi, j'habite à Paris à l'époque. Qui peut-on voir ? Étienne, qui est le grand spécialiste, est la première référence, donc il contacte Étienne. Ils en discutent avec Étienne, et puis Étienne dit mais moi je peux pas venir aux interviews parce que Étienne habite à Limoges, mais il contacte Arthur, il habite à Lille et à Paris. Et donc je rencontre le journaliste. En aparté, je salue ce journaliste parce que j'en ai rencontré des journalistes et lui, il a pris le temps de lire des trucs et de se renseigner. Et c'était hyper bien. Okay. Je ne veux pas parler d'autres chaînes que j'ai croisées et dont de toute façon les sujets ne sont pas sortis. Et donc on se retrouve dans ce bar qui s'appelait le... On s'est rencontrés plusieurs fois, je lui ai conseillé des livres, il les a lus, et on se retrouve dans ce bar qui s'appelle le Station Victoria, je crois, à Paris. C'est un bar-resto à touristes, pas extraordinaire, mais en fait, c'est dans les grands boulevards, c'est juste en face du musée Grévin. Et en fait, c'est une ambiance 19e siècle. Tu manges dans des trains. Dans l'intérieur, c'est comme des wagons de train. Ah oui, ouais. Ok. Donc c'est des petits box, t'as l'impression d'être dans un train, c'est rigolo. Et donc on fait l'interview là-bas. Et le sujet fait 4 minutes. 4 minutes passe 4 minutes à la télé, et c'est pas 4 minutes que sur moi, il y a une interview d'un des créateurs du jeu vidéo, BioShock et tout ça, il y a des extraits de BioShock, et il y a moi, j'ai été interviewé, on a fait 2 heures d'interview. Après 2 heures d'interview, d'avoir extirpé, tranché, découpé, mis en petits morceaux le steampunk, je termine en faisant une boutade, et je me dis, parce qu'on parlait de l'attrait du steampunk, et je dis en rigolant, pour clore un peu le truc, et en plus le steampunk ça brille, c'est tellement beau. Et ces salopios, ils ont fini le reportage là-dessus. Vous pouvez voir sur mon site internet, j'ai mis le reportage. Et à partir de là, bien voilà, c'était fini, et on n'arrête pas de m'en parler. Ça fait 2013, ça fait 6 ans que de temps en temps j'ai des petites blagues. Quand je mets des trucs sur internet, on m'en parle. Quand j'ai des copains qui sont passés par un hôpital à Paris.
Non, en Angleterre. Et en Angleterre, ils ont commencé à remettre des poignées en cuivre. Parce que c'est antiseptique. Et je reçois des messages avec une photo. Je reçois régulièrement des photos de gens qui se baladent, qui m'envoient des photos sur Facebook, trucs en cuir. Et là, je vois une clinche de porte, une poignée de porte. Et c'est juste sous-titré, le cuir, ça brille, c'est tellement beau, et c'est antiseptique. Et je reçois des trucs comme ça tous dans le temps. Oui, ok, maintenant je comprends. Donc ça m'est resté, et je pense que maintenant je commence à jouer de ça. Mais sur le coup, je me suis dit, flûte, ça va me suivre, et ça me suit encore. Je vais faire des t-shirts, des trucs comme ça, je pense. Si on te donnait le choix, tu vivrais en 1900 ou aujourd'hui? Aujourd'hui. Pourquoi? Vu mon histoire familiale, on était plutôt dans les usines et filatures, etc. Donc j'aurais jamais pu me payer les paires de chaussures que j'aurais eues. Ça me fait quand même pas rêver de mourir à 40 ans de la syphilis ou d'une autre maladie comme ça. Donc je suis pas du tout un réac du c'était mieux avant. Ouais. Et qu'est-ce que tu aimes aujourd'hui? Ce que j'aime aujourd'hui, c'est la possibilité de... C'est une époque géniale pour entreprendre, par exemple. Oui. On a beau dire ce qu'on veut, mais voilà, moi, j'ai lancé avec Nat une marque de thé. C'est génial. On a tous les outils aujourd'hui. On n'a plus besoin d'intermédiaires. On devient sa propre boîte de com. On a des statuts qui nous permettent aujourd'hui de faire des trucs. Enfin, voilà, on a un vent de liberté. Alors, il faut faire attention parce que on ne contrôle pas tout ça. Mais on a quand même... Aujourd'hui, si quelqu'un veut entreprendre quelque chose, il peut le faire. Et ça, c'est hyper intéressant. Oui. Ça, c'est pour le coup hyper intéressant. Tout est accessible. Les appareils photo restent, par exemple, pour un photographe assez abordables pour se lancer. Pour la com, j'en parle pas. Avec les réseaux sociaux, on n'a plus besoin de personne. Et pour toi, quels sont maintenant les freins, en fait, à la créativité? Je pense que les freins à la créativité, c'est ce qu'on veut bien se donner soi-même. C'est le fait de se conformer à... C'est le fait de se conformer à ce qui est fait déjà. Et c'est un peu le truc que je vais reprocher, si j'ai un bémol à faire sur le steampunk en ce moment, c'est ça, quoi. Je devrais pas dire j'attends, mais j'observe, et j'espère qu'il y a d'autres formes de steampunk qui vont apparaître. Parce qu'on est un peu plan-plan, là, en ce moment. Mais c'est déjà le cas, hein. Quand moi je vois, en fait, par rapport à toutes les conventions, tous les événements auxquels j'ai participé, il y a quand même quelques idées assez novatrices. C'est vrai. Alors moi, je vois sur Internet des trucs... Alors moi, ce qui me plaît vraiment dans le steampunk, c'est la capacité à faire de la relecture. On va faire une relecture, on va recycler le 19e siècle. Avec notre œil d'aujourd'hui. C'est ça qui fait le steampunk. Oui. Quand je vois un petit peu l'insertion, en fait, que ce mouvement se fait dans toute la vie du quotidien, je trouve que quand même c'est assez... novateur. Ouais, alors pour moi, le steampunk, c'est avant tout une esthétique. Et on arrive à insérer dans notre quotidien un peu cette esthétique. Le truc, c'est que on est encore beaucoup dans cette esthétique de l'Angleterre victorienne. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, je cherche ça aussi beaucoup, c'est d'imaginer ce qui se serait passé si cette révolution industrielle, qui a tout changé, elle avait eu lieu autre part dans le monde. On a James Eng, par exemple, qui est un artiste qui habite à mi-chemin entre le Canada et Hong Kong et la Chine. Lui, il se dit, voilà, son travail à lui, c'est d'imaginer ce qui se serait passé si la révolution industrielle avait eu lieu durant l'ère Ming. Et donc, il y a toute cette esthétique... en fait, on perd un peu l'esthétique pseudo-victorienne, les chapeaux de forme, etc., pour avoir une nouvelle forme d'esthétisme avec, pour le coup, chinoise, avec des automates chinois. Et je commence un peu à voir ça, je guette un peu ce qui se passe en Amérique du Sud. Lors de conversations, j'ai cru voir des gens qui voudraient un peu faire du steampunk inca.
J'ai vu passer des trucs qui se passent en Afrique. Voilà. Alors, et ça m'intéresse vachement. Voilà. Parce qu'on va aller... On a des gens qui... On a des vaporistes qui vont pas se conformer à cette esthétique 19e siècle. C'est dur d'en sortir, j'en conçois bien, parce que c'est quand même l'Angleterre, c'était la superpuissance à l'époque, il y en avait partout. Puis on est quand même baigné dedans, nous aussi. Mais de prendre ce temps de recycler sa propre culture, parce que c'est ça aussi pour moi le steampunk, c'est qu'on va se recycler soi-même, recycler sa culture. Il y a eu Chronicité il y a 2 ans, j'ai vu des mecs qui sont venus en costume de mineurs de fond steampunk. Et je ne l'avais jamais vu. Oui. C'était la culture locale. Et je pense que c'est important c'est ça que je cherche aujourd'hui. C'est ça qui va me dire que, oui, ok, les goggles et chapeaux de forme, quand bien même elles sont bien faites, etc., ça c'est déjà vu. Je peux pas reprocher à des gens d'en faire. Parce que malgré tout, il y a quand même plein de gens qui arrivent dans le steampunk. Et des gens qui ne font pas partie de la communauté. D'ailleurs, ils veulent pas faire partie de la communauté. Ils se costument, ils viennent en convention geek, ils déambulent, ils se font prendre en photo, ils voient des artisans, des super goggles par exemple, ils vont acheter pour agrémenter leur costume et c'est tout. Donc on va pas reprocher à des gens de faire des pièces, des artisans de faire des goggles, mais pour le coup, ça c'est ce que j'aimerais voir. Mais c'est hyper dur. C'est hyper dur. Et des fois je me dis moi-même, pourquoi c'est pas toi qui impulse ça ? Mais en fait c'est compliqué d'aller... moi je me vois pas aller faire du steampunk qui vient on est en Belgique, qui est issu du Congo, quoi. Parce qu'en plus c'est pas ma culture, on va me traiter d'appropriation culturelle. Mais tu sais, dans l'album Portrait Steampunk que je diffuse un petit peu, qui commence à prendre quand même pas mal de variétés, aussi de profils différents, c'est ce que je recherche le plus, hein, c'est justement la diversité. Dès qu'il y a un profil qui sort un peu plus, mais qui est bien construit, qui est abouti. Ouais, c'est important. Ouais. Donc c'est plutôt ça qui m'attire en fait dans tout ce qui est steampunk, c'est les idées innovatrices, les profils plus recherchés, mais vraiment qui créent eux-mêmes leur univers, mais de A à Z. On a une créatrice, la Desdemone. Il faudra que je retrouve son nom, mais je crois qu'elle s'appelle Desdemone. Et en fait, elle, pour le coup, quand elle fait un costume, c'est ça. Moi, je l'ai photographiée pour mon bouquin La France Steampunk. Elle a sorti son costume d'Atlante, pardon. Donc, elle avait un corset un peu en métal avec un hublot derrière. Et le hublot, en fait, il était dans son dos, il était juste au-dessus de son tatouage. Et voilà, il y a des trucs, quoi. Et ça sort du veston, goggles, chapeau de forme. Oui, je comprends. Et ça, c'est hyper intéressant. Parce qu'il y a des gens qui vont chercher. Ce que je veux dire, c'est que moi, je peux tenter d'inciter, mais je peux pas faire du steampunk chinois, parce que à 99%, je vais passer à côté, parce que j'ai mes archétypes chinois, et que j'ai pas cette culture, c'est pas ma culture. Et que ça sera du coup nul, et on va me traiter de faire de l'appropriation culturelle, et c'est surtout ce que je veux pas faire. Après, dans Steampunk Congo, si vous êtes belge, je sais que c'est un peu une histoire un peu compliquée avec Léopold, il y a Nikki Scholl, si vous lisez l'anglais, qui est une américaine qui est d'origine du Congo, qui a fait un bouquin de steampunk congolais qui doit s'appeler Evergreen, un truc comme ça, mais je pourrais te retrouver la référence si tu veux la mettre en dessous du podcast. Oui, on mettra à chaque fois. Et pour le coup, je l'ai pas lu, mais ça c'est un truc qui est sur ma liste des trucs à lire, c'est vachement bien, ça a l'air vachement bien. Vas-y. En tout cas, tout grand merci Arthur pour ce petit moment de partage, hein, c'était vraiment sympa. Ouais, c'était sympa. Dis encore une question, mais quels sont tes projets futurs qui vont arriver là maintenant Alors, dans les projets qui sont pas des projets, parce que c'est fini, il y a la nouvelle version du Guide Steampunk, le Guide Steampunk V2, qui devrait sortir début mars. Donc du coup, il y a ça. Donc ça va être chouette, encore avec Étienne Barillet. Et pour le coup, on a passé un super moment. On a rajouté, on a modifié, on a rajouté des fiches, parce qu'en 5 ans, il y a eu de la production steampunk qui a été faite. On en a retiré, des interviews, on a rajouté d'autres interviews, parce qu'il y a des gens qui ont émergé, et voilà. Donc ça sortira dans la collection Helios chez ActuSF, je pense que début mars. Début mars. Le gros truc qui est pas non plus un projet, mais c'est la maison Pumplewick, avec Nat.
Où là, c'est génial parce que ça fait appel à plein de trucs, au graphisme, à l'idée et tout. On fait des thés qui explorent la culture geek et la culture pop. Donc on a des thés Sherlock Holmes, des thés Jurassic Park, des thés Harry Potter, etc. Oui. Et donc on va un peu se diversifier. Je n'ai pas le droit de dire ce qu'on fait maintenant parce qu'on est en train de faire des tests et que la cuisine va sûrement exploser avant la fin. Mais il y a ça, et puis j'aimerais bien... j'ai eu quelques propositions pour faire des jeux de rôle. Donc j'aimerais bien... je pense que durant l'année, il y a peut-être des choses un peu qui vont se goupiller autour de ça. Peut-être un autre livre, un artbook... un beau livre coffee table book, comme disent les Anglais, cartonné, tout ça. Steampunk, mais bon, ce sera surtout des artistes qui seront mis en avant, donc moi je ferai du texte. Pardon. Et au niveau projet personnel? Eh bien, j'aimerais faire une sorte de... J'ai quelques idées, poser un roman un peu road movie. Je me suis longtemps posé la question est-ce que j'allais faire steampunk, et en fait je pense que ce sera un road movie un peu Lovecraft, un peu Lovecraftien dans les années 90 aux États-Unis et en Angleterre. Donc ce sera pas 1890, 1990. Ok. Donc ce sera un peu ça. Après j'ai appris à pas trop me projeter parce que ce qui est bien dans les projets, c'est qu'un projet saute quand on en termine un, il y a toujours un autre projet qui rebondit. C'est ça, oui. Donc j'attends de voir. J'adorerais faire un bouquin avec Victor Fleury, mais je pense qu'il m'a déjà entendu. Bien, on a envoyé des SMS, on s'est envoyé des SMS hier soir. Mais ouais, ça. Au niveau des voyages, est-ce que tu... Pas trop prévu là, que des voyages perso. J'aimerais découvrir les lieux steampunk un petit peu étranges, un peu partout en Europe pour l'instant. Donc ouais, et puis je pense l'année prochaine aller aux États-Unis. J'aimerais bien faire la Wild West Con, qui est la convention steampunk plutôt Weird West, Western Punk. C'est ça. Oui. Et puis il y en a une nouvelle dont j'ai perdu le nom à New York, dont la première édition est cette année. Ça serait chouette pour le Steam. Après, il y a plein de lieux que j'aimerais bien visiter, mais pour l'instant, c'est que dans les cartons, et donc il faut prévoir tout ça. Alors, merci pour votre écoute. Merci d'avoir écouté cette interview de jusqu'au bout. Bien longue interview. Donc, je suis désolé, je parle trop. Non, c'était super bien. Merci à tous d'avoir écouté l'interview de jusqu'au bout. Donc, vous retrouvez toutes les infos, les liens cités et autres sur mon blog, déclic.photographie, photographie avec un Y. N'hésitez pas à vous inscrire au contact privé, c'est là où je fournis toutes les infos pratiques des projets, des événements, des vernissages, des expos, des interviews. Merci pour votre écoute. À tout bientôt.